Je me demande pourquoi je suis parti au Sahara. J'avais besoin, attends, je vais te dire je vais employer des grands mots. J'avais envie de me faire autre chose que de danser avec les petites étudiantes en droit qui étaient à Aix-en-Provence avec moi. Il n'y en avait aucune qui m'avait fait trembler. J'ai voulu donner, c'est un peu prétentieux ce que je te dis, donner un sens à ma vie. Mais j'avais aussi dans ma famille mon oncle, le frère de mon père, qui avait été méhariste en Afrique occidentale française et qui est enterré à Kidal, car il est mort à la poursuite d'un réseau en 1914. Est-ce que ça a joué un petit peu aussi? Puis j'avais lu les livres de Joseph Perret, voilà. Donc, voilà, j'ai saisi l'occasion de partir quand on a demandé des jeunes officiers volontaires pour l'encadrement des troupes sahariennes. Je me suis dit, je vais aller passer 2 ans au Sahara. Et figure-toi que j'y suis resté 13 ans. Ça m'a pris aux tripes. Nous étions évidemment en kaki chaque jour, mais il y avait la tenue de parade en blanc total. Dans l'Est saharien, c'était Serwel noir, boubou blanc, et ceinture rouge. Ça avait vraiment de la gueule. Et c'est important parce que chaque fois qu'on rentrait dans une oasis, où il y avait un poste militaire, il fallait demander la permission de rentrer. Donc on envoyait des éclaireurs, on les appelait les bouchates, pour demander l'autorisation. Voilà, il y a le lieutenant un tel qui commande de tel peloton, de telle compagnie, il demande l'autorisation de rentrer. Alors, on s'équipait en grande tenue, c'était la tradition, et voilà. On rentrait, on défilait, et on était en général reçus par les quelques militaires qui étaient là et qui présentaient les armes. Et la population était là aussi, parce que quand un peloton arrivait dans une oasis, c'était un peu quand même une animation extraordinaire. Il y avait même les filles de la maison close. Tu sais que c'est curieux, mais au Sahara, elle faisait partie des autorités. Moi, par exemple, j'étais présent à l'inauguration de la Micheline qui est arrivée à El Oued pour la première fois. Eh bien, il y avait les enfants des écoles, il y avait les militaires, il y avait les caïds, les bachagas et tout. Et il y avait les filles de la maison close, ça donnait de la couleur et c'était très très bien. Les militaires musulmans, les Sahariens que nous embauchions, on peut dire, dans nos compagnies, n'étaient pas engagés, ils étaient commissionnés. C'est-à-dire qu'ils se présentaient effectivement avec 2 chameaux, en bon état, si possible, et à ce moment-là, on les embauchait, ils étaient libres de partir. Si le métier ne leur plaisait pas, ils pouvaient partir. Hein. Et de l'autre côté, si nous n'étions pas contents d'eux, on pouvait les licencier. Voilà. C'était un système très souple. Mais avant d'enrôler un méhariste, il fallait qu'on se renseigne un petit peu sur ses qualités nomades. Il fallait qu'il soit résistant, il fallait quand même que ses chameaux soient également en très bon état. On était un peu difficile. Mais la plupart restaient longtemps. Ils restaient longtemps parce que quand même, ils nourrissaient toute une famille avec la solde. C'est important. On part avec une bouteille de pastis, mais ça ne dure pas très longtemps. Nous sommes d'abord 5 ou 6 Européens pour 55 musulmans, donc du pastis, il y en a pour
pour les 5 et très peu de temps. Et on boit surtout de cette mauvaise eau de Guerba, l'eau qui a été mis en réserve dans ces pots de chèvre qu'on appelle les Guerba. Ces pots de chèvre qui sont imperméabilisés soit au goudron, soit au beurre rance. Et alors, il y en a de chaque côté du ventre du chameau. Hein. Et alors, ça ballotte, ça ballotte, ça ballotte. C'est de l'eau, c'est affreux ce qu'on boit. C'est affreux ce qu'on boit. D'ailleurs, dans les débuts, j'ai attrapé beaucoup de dysenterie. Hein. Après, on s'habitue. On boit n'importe quoi. L'objectif peut être de contacter telle ou telle tribu. L'objectif peut être de faire une liaison avec un autre élément méhariste d'une autre compagnie. Lorsque j'étais à Eloued, j'ai eu à prendre liaison avec les gens du sud tunisien. Lorsque j'étais à Eloued, c'est-à-dire pas loin de la frontière tunisienne, il y avait beaucoup de contrebande d'armes. Et là, on surveillait les caravanes et on s'assurait qu'elles ne transportaient pas de fusils statiques, fusils italiens. Nous étions tous armés. D'ailleurs, quand j'ai fait mes débuts au Sahara, c'était le vieux fusil 36. Et les méharistes avaient un baudrier avec les cartouches. Je te montrerai les photos. Et il y avait en plus, évidemment, 2 ou 3 fusils mitrailleurs, mais là qui étaient portés par les chameaux de bas, et avec les munitions qu'on mettait en position quand c'était nécessaire. Mais à ce moment-là, moi je n'ai pas eu l'occasion de me servir de fusils mitrailleurs. J'ai tiré, mais je n'ai pas eu l'occasion de tirer sur des félagas. J'ai fait un gros péché mortel. J'ai tué des gazelles. Et tu les as mangées? Je les ai mangées, figure-toi. C'est pas bien, mais c'est délicieux. C'est délicieux. Et comme dans le ravitaillement normal, on n'emporte pas beaucoup de viande, on emporte quelques boîtes de singe, quoi. Un bon beefsteak de gazelle, c'est magnifique. Mon plus beau souvenir, c'est, je crois, à El Golea, en 1900, je ne sais pas très bien si c'est vers 1949 ou 50, il y a eu une grande fête à El Golea. Je pense que c'est pour l'Office du tourisme qui a organisé ça. Et là, il y avait un point El Golea était le point de ralliement de 5 ou 6 éléments méharistes qui venaient de tous les coins du Sahara. Il y en a qui venaient du Hogar, il y en a qui venaient du Tassili. Moi, je venais d'Eloued, etc. Et c'était une course d'endurance de, je me rappelle, 452 km. Et c'était une course de régularité. Nous devions faire du 8 à l'heure. Et nous étions contrôlés par une voiture étrangère, une voiture qui nous surveillait avec un officier ou un adjudant, etc. Et qui notait les points les différentes étapes que nous étions fixées. Alors, voilà, ça c'est un beau souvenir. Et puis j'en ai un très mauvais, alors tu sais bien, qu'après, très tard, lorsque j'ai commandé la compagnie méhariste du Touat, j'ai eu malheureusement une désertion avec assassinat de 8 Européens. Voilà, ça c'est mon très mauvais souvenir et comme tu le disais, je pense, je l'ai encore sur la patate. Voilà. De 46 à 54, ça s'est très très bien passé.
On était très bien, très heureux. Et à partir de 1954 jusqu'à l'indépendance, ça a été infernal parce que la guerre s'est petit à petit rapprochée du désert, alors qu'il avait été épargné tout à fait un petit peu au début, mais après, le grand air occidental s'est pourri depuis petit à petit, et là, évidemment, ce qui s'est passé exactement, c'est que mes méharistes ont été contactés par un recueil de l'ALN, par un élément de l'ALN. Armée de Libération Nationale. Exactement, qui les a sommés qui les a priés de déserter. Et si vous ne désertez pas, attention à vos femmes et à vos enfants. Et donc, mes déserteurs ont assassiné les Européens, sont partis avec l'élément du FLN, et tous ces gens ont ensuite attaqué une caravane, un élément de pétrolier. Pétrolier de la SPA, je crois. Voilà. Donc, il y a eu qui était protégé par un élément de la Légion étrangère. Alors finalement, ce drame de Assisaka s'est soldé par 8 Européens tués chez moi, assassinés. Ils ne sont même pas défendus, ils n'ont pas eu le temps. Et puis alors, des légionnaires qui protégeaient les pétroliers sont morts aussi, et les pétroliers eux-mêmes. Je pourrais te donner des chiffres exacts, mais enfin, je ne les ai pas dans la tête. Voilà. Et cette affaire a provoqué l'intervention de Bijard avec son régiment de parachutistes. Parce que on peut considérer que les militaires prenaient des risques normaux, mais c'est qu'il y avait le pétrole en jeu. Il y avait le pétrole en jeu. Alors là, il a fallu vraiment que le commandement réagisse. Et on a fait appel au colonel Bijard pour nettoyer le Grand Erg. C'est le cas de le dire. Et il a finalement rattrapé mes 60 déserteurs. Il a eu 2 opérations importantes et il a neutralisé 2 fois 60 déserteurs ou LN. 120 hommes environ. Neutraliser, c'est un euphémisme. Pardon ? Neutraliser, c'est un euphémisme. Neutraliser. Tu as été au contact de la mort, souvent. J'ai été au contact de la mort, mais pas au Sahara. J'ai été au contact de la mort quand, avant, il faut que je te dise, compte tenu de mon âge, j'ai fait 5 mois de guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. J'avais 20 ans en 1944. Alors, après mes concours, mon concours de cire, qui était dans la Sarthe d'ailleurs, j'étais au Prytanée militaire, je suis venu chez mes parents, à Belay, et à Belay, j'ai entendu parler de la formation d'un maquis, des forces françaises de l'intérieur. Alors, j'ai pris le maquis, dans la région du Val-Romay, là au-dessus de chez moi, et nous étions 150. Et arrive le débarquement du 15 août en Provence. À ce moment-là, les unités remontent la vallée du Rhône, et parmi ces unités, il y avait le 5e régiment de tirailleurs marocains. Il se trouvait que notre patron, notre lieutenant, était un ancien officier de tirailleurs marocains. Il a eu une idée de génie. Il a dit, puisque les Marocains montent, là, moi je vais aller voir le colonel.
Et je vais lui dire, voilà, j'ai 150 bonhommes là. Est-ce que ça vous intéresse en renfort? Le colonel, qui avait, avec son régiment, subi de lourdes pertes pendant la campagne d'Italie, a accepté. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart d'entre nous, on s'est engagés au 5e régiment de tirailleurs marocain. Alors, tu me demandes si j'ai eu peur. Bien sûr que j'ai eu peur, parce que j'ai fait la campagne de Franche-Comté, j'ai libéré Montbéliard avec mon unité, j'ai ensuite combattu en Alsace, et jusqu'au Rhin. Voilà. D'août 44 à Noël 44. Quand je suis parti au Sahara, j'étais célibataire. Je suis parti en 46, et puis je me suis marié en 49 seulement. Donc, au cours d'une permission, je pense en 48, j'ai retrouvé une petite fille. J'ai retrouvé une femme que j'avais connue petite fille, qui était une très belle jeune fille. Nous sommes tombés amoureux et nous sommes mariés un an après. Donc, à partir de 49, de mon mariage, je suis parti avec ma femme à Timimoun. Ça a été notre premier poste comme en couple. Je n'étais plus méhariste, j'étais administrateur. J'étais l'adjoint du capitaine Gatignol, qui est bien connu parmi les Sahariens. Et les femmes pouvaient être là en dehors de la période d'été. En été, les médecins militaires refusaient les femmes et les bébés. Nous nous arrangeons pour prendre une permission pendant l'été, donc ça coupait un peu cette séparation. Et je dois dire que ma femme s'est très très bien adaptée au Sahara. Et quand il a fallu rentrer, elle s'est très très bien adaptée aussi au retour en métropole. Tu parlais de cette galerie des maréchaux. Tes enfants, petits-enfants, ont suivi la tradition familiale? Eh bien, non. Mes deux fils ont fait leur service militaire. J'ai un petit-fils qui a fait son service militaire, qui est devenu même sergent. On lui a proposé de rester dans l'armée. Ça ne lui a pas dit grand-chose. Et puis j'ai, à l'heure actuelle, un arrière-petit-fils qui s'est engagé au régiment de marche du Tchad et qui est caporal. Alors je ne sais pas s'il fera sa carrière, je ne sais pas. En tout cas, il s'est engagé pour 5 ans. Mais si tu veux, dans la famille, on ne pensait pas faire autre chose. Est-ce que tu es retourné au Sahara? Je ne suis jamais retourné en Algérie, mais j'ai beaucoup voyagé au Maroc et en Tunisie. Tu es remonté à dos de chameau au Maroc ou dans le sud tunisien? J'ai pas voulu parce que les gens de là-bas font monter les touristes sur des bas, alors que moi j'avais connu le Sahara avec une belle rala, une selle touareg de toute beauté, et je voulais pas me mettre sur un bas. Non. Tu as appris le désert, tu as appris le chameau. Est-ce que tu as appris l'arabe? Alors, j'ai appris l'arabe courant. J'ai appris l'arabe courant, ce qui était nécessaire pour parler, pour commander un peloton ou une compagnie, et se faire comprendre de tout le monde. Et j'ai même passé des primes d'arabe, c'est-à-dire que j'ai appris à l'écrire un petit peu. Et puis alors, j'ai oublié tout ça. Quand je suis retourné en voyage à Marrakech, j'ai pu me faire comprendre, bien sûr, mais voilà. Et j'ai eu l'idée d'apprendre un petit peu mieux l'arabe. Et il y avait ici, à côté de mon village, un petit peu plus haut, à Champagne-en-Val-Romey,
à l'école Montessori, on donnait des cours d'arabe. Et j'ai fait une année scolaire d'arabe littéraire, de l'arabe pratiqué dans tous les pays arabes. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait plaisir, il y avait une très bonne ambiance, mais j'ai trouvé ça un petit peu difficile et j'ai arrêté. Tu as 101 ans, quels sont tes projets? Ah, je dis toujours, quand on me demande la recette, on me dit « Mais comment vous faites pour être encore là ?» Ah, j'ai dit « Il faut se soigner, il faut aller chez le médecin, il faut pas toujours dire on verra demain, tout ça. Non, il faut se soigner. Il faut avoir des projets. Qu'est-ce que je vais faire dimanche prochain? Où je vais aller cet été? Et puis, il y a une troisième chose que je recommande, du bon vin rouge. Voilà. Et alors, moi, mes projets, ben, je vais aller à Noël chez ma fille, à Annonay. Ensuite, j'ai envie d'aller respirer le mimosa, entre Bormes-les-Mimosas et le Lavandou. En février, vous avez l'odorat est quelque chose de très exaltant, très très agréable. Et puis alors, j'ai un fils à la Lande des Morts. Et là, j'y vais de plus en plus. J'y vais fin juin, avant la foule. J'y vais début septembre, après la rentrée des classes. Et je prends des bains, je suis très heureux quand je peux me baigner, etc. Et je joue à la pétanque. Et je joue. Et j'aime tellement la pétanque que j'ai installé un terrain de pétanque chez moi.